Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau temps fort de l'Agora Live de l'expérience client. On va se demander comment adopter le conversationnel et le déployer à l'échelle des organisations ou des entreprises. On va également exposer avec vous les pièges fréquents et comment les éviter. Et pour parler et débattre de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Geoffroy Martinez, évangéliste chez LivePerson. Bonjour Geoffroy. Bonjour. Alors, peut-être en quelques mots, une présentation de LivePerson, ça a été créé en 1995 par l'actuel CEO, qui est toujours en place, donc Rob Locascio. Sa vision pour LivePerson, c'était de simplifier la relation client. Est-ce que vous pouvez me donner un peu les grandes étapes clés, justement, les grands jalons de LivePerson ? Oui, bien sûr. Donc LivePerson, une entreprise américaine. Donc il a créé ça en 1995. Et le but, c'était vraiment donc simplifier l'expérience client, comme vous l'avez dit. Et on a commencé par le chat, en fait, donc qui était un outil qui a été inventé pour le web, qui n'existait pas à l'époque, pour mettre des conseillers en fait en support des sites web. Et puis on est rentré au Nasdaq, il me semble début des années 2000. Et on a pris le virage ensuite du messaging, mi-2010, 2015, 2016, il me semble. Parce que c'était des nouveaux canaux qui étaient asynchrones, qui étaient très intéressants, qui permettaient de mieux s'adapter typiquement aux problèmes de mobilité. Et puis depuis 4-5 ans, un nouveau virage sur tout ce qui est intelligence artificielle, parce que ce sont des outils vraiment qui permettent de donner cette expérience client de la meilleure façon. Aujourd'hui, on a plus de 18 000 clients partout dans le monde, beaucoup dans les pays anglo-saxons, donc États-Unis, Royaume-Uni, nord de l'Europe. Des grandes marques leaders dans leur domaine. Je pourrais citer Walmart, Rakuten, Spotify par exemple. Alors on n'a pas trop de marques en France, c'est un marché pour l'instant sur lequel on n'est pas trop rentré. On a Orange, on travaille un peu avec EDF dans certains pays. Mais donc c'est un des marchés sur lesquels nous on veut venir cette année. Alors, on va parler de solutions conversationnelles et surtout des bonnes pratiques et pièges à éviter pour sortir de la phase de POC, pour parler de déploiement, de scaler la solution sur des périmètres bien plus importants. Pourquoi parler de ce sujet en particulier aujourd'hui ? Alors, on souhaitait partager un peu notre expérience. Notre expérience a aidé donc ces marques à passer à l'échelle. On a eu la chance de commencer ça assez tôt. Comme on a expliqué, on a commencé il y a plus de 25 ans. Et donc on a vu des marques, par exemple en Angleterre avec les banques, se frotter à ces problématiques-là. Et ça nous paraissait pertinent en fait de faire ce retour aujourd'hui, parce que c'est clairement des tendances de fond, mais qui sont aussi accélérées avec la crise sanitaire récente. Alors d'ailleurs, on a un petit sondage pour nos participants sur le sujet. Je laisse Léna en régie. Donc vous poser une première question justement sur ce sujet de votre transformation conversationnelle. On vous laisse quelques secondes pour répondre. On vous laisse encore une petite dizaine de secondes pour répondre à ce sondage. Alors on revient sur le plateau. Moi je vois les résultats en direct, Geoffroy. Alors c'est très étonnant. Deux chiffres qui ressortent, c'est-à-dire que 91% des participants n'ont pas encore débuté ce type de projet et 9% ont commencé à poker. D'accord. Bon, quelle réaction par rapport à ces chiffres finalement ? J'allais vous dire, c'était la tendance que j'attendais, mais quelque part c'est même plus extrême que ce que je pensais. Je pensais qu'il y avait quand même, on aurait quand même un peu plus d'entreprises qui auraient déjà été, qui auraient passé cette phase de POC. Peut-être un décalage un petit peu du marché français par rapport à d'autres marchés européens. Typiquement au Royaume-Uni, on est sur des chiffres qui seraient un petit peu différents avec une phase d'adoption un petit peu plus avancée.
Donc finalement, on constate que le sujet est complètement dans l'air du temps. Vous allez nous partager 5 pièges à éviter par les entreprises et 5 pièges que rencontrent surtout au quotidien les marques par rapport à ce type de projet de déploiement de solutions conversationnelles. Ces 5 pièges se succèdent chronologiquement, il y a vraiment une progression, c'est un peu l'idée de cette intervention. À quoi faut-il penser en premier ? Alors en premier, c'est les objectifs. Bien fixer les objectifs de la transformation conversationnelle ou du programme conversationnel. Ça peut paraître évident, mais c'est des choses qui ne sont pas assez faites, pas assez poussées. Et en fait, ne pas le faire dès le début, ça peut créer pas mal de problèmes ou de frictions juste après la phase de POC. Alors, je pourrais illustrer ça avec quelques exemples. Alors, un des exemples que j'ai, c'est des marques qui ont mal réfléchi en fait ce que ça implique vraiment le passage du synchrone à l'asynchrone, surtout ce qui est la partie opération, en termes de métriques, en termes d'outils qui doivent être adaptés, de la façon donc de mesurer ces métriques, des KPI à adopter. C'est des choses qu'il faut réfléchir. Alors un exemple encore tout simple spécifiquement sur ce sujet-là, c'est le temps moyen de traitement d'un appel téléphonique. Ça se traduit très mal en conversationnel asynchrone. Donc il faut trouver d'autres façons de mesurer la performance. Je pourrais donner un autre exemple sur tout simplement des marques qui directement lancent plusieurs canaux conversationnels sans avoir bien réfléchi quels canaux pour quel usage et en fin de compte pourquoi lancer plusieurs à la fois. Et puis ça peut créer donc des discussions en interne. Alors j'ai une marque en tête où ça avait créé toute une discussion interne qui leur a fait perdre beaucoup de temps sur la différence entre utiliser leur application mobile propre et puis utiliser WhatsApp par exemple. Cannibalisation, pas cannibalisation, les histoires de coûts. Donc ça c'est important de bien le voir dès le début. Justement, comment vous pouvez venir justement en aide, vous, par rapport à ce sujet-là, des objectifs ? Alors on a plusieurs façons dont on peut aider et où on conseille les marques. Alors la première, c'est tout simplement utiliser notre expérience. On a beaucoup de données par rapport aux clients qu'on a aidés à travers le monde. Donc des benchmarks, des références par industrie sur les KPI à utiliser, les niveaux qu'on peut attendre. Ça peut être une première chose. Ensuite, sur tout ce qui est la partie, par exemple, opération ou mesure de ces KPI, on a des outils qui ont été intégrés dans notre plateforme. Donc nous, on a une plateforme qui évidemment couvre tous les aspects du conversationnel. Et on a fait en sorte que sur chacun des aspects, on ait des métriques qui soient incorporées avec des outils très simples d'utilisation qui permettent de piloter tout ça. Je vais en citer un, par exemple sur la partie call center. On a tout un framework qu'on a développé qui est basé sur une méthodologie qui est dans l'industrie qui s'appelle 4E. Et qu'on a complètement intégré à notre outil et qui permet de gérer très simplement avec des KPI de haut niveau la performance des opérations asynchrones conversationnelles. Alors, une fois cette question des objectifs réglée, où mettre le curseur, Geoffroy, par rapport à la complexité technique, au mode de collaboration, ou finalement évangéliser sur le sponsor en interne, quelle est la seconde priorité après les objectifs ? Oui. Alors, je vois bien votre question. Donc, sur la partie technique, souvent, c'est le focus, parce qu'il y a des développements à faire, il y a l'intégration. Je dirais que ce n'est pas forcément là où les problèmes vont se poser. C'est solutionnable. Il y a des experts. Par contre, un des pièges qu'on rencontre, c'est qu'on voit que les entreprises ne prennent pas le temps d'impliquer assez large pour ces projets-là. Donc la collaboration transversale, donc faire en sorte que tout le monde soit bien au courant du programme, qu'il soit communiqué, que ce soit mis en place à l'échelle de l'entreprise. Et puis donc, comme vous le disiez également, le problème du sponsor, avoir un sponsor qui est assez haut pour en fait vraiment pouvoir mettre en place ces programmes-là à l'échelle où ils doivent être mis en place. Donc, pareil, je vais essayer d'illustrer ça avec des exemples. Sur la partie collaboration, je pourrais donner un exemple d'une banque au Royaume-Uni qui avait lancé un nouveau canal, WhatsApp, qui s'étonnait de chiffres d'adoption qui n'étaient pas en ligne avec ce qu'ils attendaient et qui s'est rendu compte que le département marketing et communication n'avait pas du tout été impliqué dans le projet. Donc, un gros raté au niveau transversal. Pour la partie sponsor, pareil, des projets qui commencent dans la partie service client, parce que typiquement, c'est là que la valeur identifiée en premier sur des problématiques de réduction de coûts.
qui sont certes importantes, mais qui ne sont pas du tout la valeur totale du conversationnel, hein, et donc qui posent des problèmes ensuite en termes de passer à l'étape d'après, ou avoir des budgets plus importants pour vraiment passer à l'échelle, hein, sur tous les aspects possibles. Hein. Donc là, nous, on peut aussi aider. Donc ce qu'on recommande déjà, c'est bien identifier toutes les facettes de la valeur. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas que la partie réduction de coûts, il y a toute une partie sur l'expérience client qui va permettre la fidélisation, qui va permettre de réduire le churn. Il y a une partie sur les revenus, qui est souvent oubliée, augmentation des paniers moyens, augmentation des taux de conversion de certaines campagnes. Et donc, c'est important de bien regarder tout ça, de quantifier, de voir où sont les opportunités. Et donc ça, on peut aider. Nous, on a des modèles de business case pour articuler tout ça au niveau du board, au niveau des decision makers, qui, eux, pourront mettre en place ces programmes transversaux. Et puis, au niveau de la collaboration, on a aussi des modèles. Hein. On a un framework qu'on a développé qui montre les différents domaines, en fait, qui interviennent dans le conversationnel, hein, et où on a identifié clairement, à chaque stade de maturité, quelles sont les activités à mettre en place avec les différents départements pour que les gens puissent se coordonner. D'ailleurs, même si des choses qui n'ont rien à voir avec ce que LivePerson fait, comme faire en sorte que le département marketing soit impliqué dès le début. C'est-à-dire que votre solution permet de se dire, bah, maintenant il faut que j'aille voir tel département pour parler du projet, c'est ça? Alors notre solution technique, non. Mais nous, dans le conseil qu'on apporte à côté de la solution, oui, tout à fait. Parce que c'est des choses qu'on a vues et on est là pour pointer les gens dans la bonne direction et leur faire penser à des choses qui seraient peut-être oubliées si on n'était pas là. Alors moi, l'autre question aussi qui m'intéresse, c'est comment on vend ce type de projet en interne? Est-ce que c'est uniquement par la loupe de la réduction des coûts? Comment il faut fonctionner sur le sujet? Non, donc, comme je le disais, c'est vraiment... On peut commencer un POC avec une dimension particulière de la valeur. Encore une fois, souvent la réduction des coûts. Après, les plus beaux projets qu'on a, les plus beaux projets qu'on fait, c'est des projets où toute la valeur a été identifiée. Par exemple, on a fait des très belles choses dans tout ce qui est conversational commerce. Et là, on a travaillé avec les différents départements pour voir toutes les poches en fait, de valeur qui pouvaient être mises en place, pour ensuite avoir une approche globale. D'accord. Donc si je dois résumer, 1, fixer des objectifs très clairement. 2, avoir une approche transversale entre les différents départements de l'entreprise qui sont concernés, parties prenantes. 3, quand est-ce qu'on peut se dire que le projet touche finalement à son terme? Est-ce qu'il y a vraiment un moment où on se dit, bon, c'est déployé, c'est adopté, on peut se reposer? Alors, j'aimerais vous dire oui, mais je pense que pas vraiment. Alors, sur la partie technique, oui, il y a souvent une phase de lancement avec un premier déploiement qui a une phase de fin. Mais ça, c'est vraiment juste la partie technique. Et justement, c'est une erreur de croire que ça s'arrête là et de ne pas penser l'après, l'exploitation, l'opération, cette solution. C'est un piège qu'on rencontre. Alors, pour l'illustrer encore une fois, on le voit au niveau des opérations, où on n'a pas forcément pensé tout ce que ça veut dire d'opérer ces solutions, quels sont les types de profils qui vont devoir être mis en place, les changements à apporter à l'existant. Et puis un autre écueil, ça peut être au niveau des automatisations, pas bien penser comment les développer, comment mesurer leur performance et les améliorer sur la durée. Donc oui, très important de bien identifier ça. Et donc, pour faire ça, souvent, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a besoin quelquefois de nouveaux métiers qui doivent être mis en place. Donc nous, ce qu'on apporte généralement, c'est des solutions en termes de blueprint organisationnel pour bien identifier quelles vont être les différentes fonctions à mettre en place, comment aussi utiliser les ressources existantes pour pouvoir faire ça. Donc on a en particulier un institut, LivePerson Institute, qui fait des trainings qui permettent d'upskiller les ressources existantes, hein, pour qu'elles puissent devenir, par exemple qu'un agent puisse devenir un conversational designer ou un analyste conversationnel. Donc ça, on peut aider de cette façon-là. Donc il y a une montée en compétences, Ouais. et vous évoquiez à l'instant qu'il y avait aussi des nouveaux métiers. Quel type de nouveaux métiers à quelle fonction vous pensez justement, à quelle nouvelle fonction?
Alors tout ce qui est la gestion des bots par exemple et l'optimisation de ces bots ou de l'AI, du NLU, il faut des gens qui soient capables d'améliorer ça de façon continue. Alors quelquefois il y a par exemple un exemple là-dessus, c'est qu'il y a des équipes de spécialistes qui sont mises en place. Mais par exemple sur le NLU c'est très important d'avoir beaucoup de feedback, beaucoup de data pour améliorer ces modèles-là. Alors, il y a une partie qui peut être faite en recyclant, en créant des nouveaux cœurs de métier, pas forcément facile à trouver, c'est pour ça qu'on a donc l'Institut. Mais on arrive aussi à le faire par les outils. Donc, par exemple, on a une fonctionnalité très intéressante qui s'appelle Agent Annotator et qui permet en fait à tous les agents de l'entreprise de donner du feedback au modèle de data de par l'interface. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus. Il peut d'ailleurs y avoir une phase de check au milieu où ce sont seulement des propositions qui sont validées, qui nourrissent le modèle. Mais ça permet du coup de décupler le feedback sur les modèles data et donc d'améliorer grandement leur efficacité. Quand vous parlez de faire évoluer, d'améliorer en continu le bot, c'est quoi? C'est un éleveur de bot? C'est un product owner ou c'est plus un profil de développeur finalement? Alors nous, ce qu'on conseille, c'est de s'appuyer sur les ressources existantes. D'accord. Donc Et généralement ça peut être, je dirais les deux. Ça peut être il faut des analyses conversationnelles qui analysent les conversations pour adapter les bots. Ça peut être des gens qui travaillent sur les utérances qui sont données par les clients pour que le NLU marche mieux. Mais ça peut être des conversational designers qui vont construire les bots. On a des outils pour ça très faciles, très simples au niveau graphique. Donc il y en a beaucoup. Après, il y a surtout ces métiers-là. S'il n'y a pas les ressources, nous on est capable aussi de donner des solutions en managed services. Donc que ce soit simplement sur automation as a service, où là on amène toutes ces compétences bot directement à l'entreprise et on prend cette partie-là à notre charge, ou même sur des solutions de managed services end-to-end, où en fait on implémente notre plateforme, on fait la customisation, on crée les expériences clients sur la plateforme et ensuite on opère tout ça avec des partenaires qui nous amènent les agents. Et donc en fait on s'occupe de tout end-to-end. Je dirais même on est tellement sûr de notre plateforme et de nos compétences dans ce domaine qu'on a des modèles où on lie complètement notre rémunération au résultat, en fait, au fait d'arriver aux objectifs qu'on s'est fixés au début. À la performance. À la performance, c'est ça. C'est plutôt sain. Votre quatrième piège qu'on évoquait durant la préparation de cet entretien est assez étonnant finalement. Parce qu'on a tendance à croire que quand on met en place, quand on déploie du conversationnel à l'échelle d'une entreprise, c'est pour justement offrir aux clients plus de multicanalité, être tourné vers le client. Et finalement, vous me disiez que beaucoup d'entreprises finalement perdaient de vue le client, n'étaient pas assez obsédées par le client, Oui. même en déployant ce type de projet. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors c'est un piège qui est un petit peu effectivement qui est pas forcément évident parce que il y a tellement de preuves aujourd'hui, c'est tellement la tendance. Enfin, tout le monde a bien compris que c'est des solutions. Le conversationnel répond à des attentes clients qui sont énormes, qu'il y a une part grandissante du marché qui est demandeuse de ces canaux-là. Donc effectivement, mécaniquement, en lançant ces solutions-là, j'allais dire, il va y avoir une amélioration de l'expérience client. Après, le piège, de mon point de vue, c'est que se contenter de faire ça, souvent, c'est rater un petit peu une chance de vraiment transformer plus en profondeur l'expérience qui est fournie par l'entreprise. Alors, je vais essayer d'illustrer ça encore par des exemples. Il y avait une banque au Royaume-Uni qui nous avait contactés pour mettre en place des solutions de routage intelligentes basées sur la valeur du client pour en fait prioriser les clients premium. En parlant avec eux, on s'est rendu compte qu'ils ne mettaient pas le curseur assez haut et que, en fait, par rapport à ce qu'ils avaient en tête, on allait plus loin et on a créé une solution qui donnait un conseiller virtuel attitré à leurs clients premium, avec un mécanisme de fallback si cette personne était occupée à ce moment-là sur une petite équipe qui pouvait prendre le relais, mais ils n'avaient pas en fait osé repenser leur expérience assez et remettre en question l'existant. On a rencontré ça sur d'autres sujets. Par exemple, il y avait aussi un retailer
Alors eux, ils voulaient simplement avoir un bot pour aider les clients à faire leurs choix en ligne. Mais en fait, ce qu'ils avaient dans l'idée, c'était de les amener à venir en magasin physique derrière. Et là, pareil, c'est ça. Donc on a poussé un petit peu plus, et puis en fin de compte, on s'est rendu compte qu'on était capable d'identifier le magasin le plus proche du client quand il s'engageait sur le canal. Et donc, en fait, à un moment donné, passer l'expérience avec une relation avec un conseiller dans le magasin qui était en local, pour une transition beaucoup plus facile vers le physique. Donc ça, c'est des exemples en fait où les entreprises, de mon point de vue, gâchent un peu l'opportunité de vraiment réinventer l'expérience client. Alors sur ça, on peut aider avec l'outil, encore une fois. Avec l'outil, on a une fonctionnalité qui s'appelle Intent Manager, donc une fonctionnalité d'intelligence artificielle très poussée qui permet en fait de vraiment miner la valeur dans le flow de data conversationnelle. Alors en plus, si vous comparez la densité de l'information dans la totalité des conversations avec les clients par rapport à des clics et des page views de ce qu'on a en traditionnel, en digital, évidemment, on va pouvoir trouver beaucoup plus de pépites, de possibilités d'améliorer l'expérience avec ce type d'outils qui sont très simples à mettre en place. On l'a utilisé avec des banques, pareil au Royaume-Uni, qui travaillaient avec IBM Watson. Ils avaient un peu de mal à appréhender le data. Et IBM Watson, qui est une solution très complète, évidemment, qui est utilisée pour la partie NLU. Mais en combinant notre plateforme, ils ont réussi à vraiment zoomer sur des conversations particulières et à trouver des points d'amélioration intéressants. On accompagne d'ailleurs aussi ça avec des workshops. Donc on a une palette de workshops qui soient des workshops pour aider à créer une vision de ce que pourrait être l'entreprise dans 2-3 ans, une fois que la technologie a été complètement implémentée, ou des workshops vraiment axés sur l'innovation, pour faire réfléchir les équipes produits sur comment utiliser l'outil pour apporter de la valeur et transformer l'expérience client. Donc là, c'est encore des choses qu'on fait. Et puis il y a un troisième axe que peut-être que je pourrais mentionner, qui est à mon avis important dans toutes ces dimensions-là, c'est tout ce qui est personnalisation. C'est un outil où on peut vraiment mettre en œuvre une personnalisation poussée. Et donc là, d'un point de vue plateforme, on a aussi fait beaucoup d'efforts pour que notre plateforme s'intègre bien avec tout ce qui est CRM et third parties, pour que cette information puisse être utilisée pour créer des choses intéressantes. Donc si je résume, il ne faut pas privilégier finalement l'efficience opérationnelle au détriment de l'expérience. Et finalement, saisir ce projet de transformation digitale par la conversation pour découvrir de nouvelles opportunités d'amélioration continue, c'est ça? C'est ça, et pas hésiter aussi à remettre un petit peu en cause l'existant. Se dire, c'est une technologie de rupture qui a vraiment le potentiel de transformer le positionnement de l'entreprise et qui peut apporter une forte différenciation par rapport à des concurrents. Donc je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de remettre quelque chose sur la table et puis de prendre le temps de réfléchir jusqu'où cette technologie peut nous permettre d'aller. Alors, on va évoquer un dernier piège à éviter. Alors moi, j'aime bien ce piège-là parce que moi, je suis déjà tombé dedans, personnellement. Souvent, en mode projet, on évoque le fait de travailler en transverse, en mode projet avec une task force, souvent. Mais la réalité est souvent tout autre. La nouvelle technologie est l'objet d'un nouveau silo finalement. On se dit il faut produire, on POC, on réduit les périmètres. Et est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ce piège que vous avez déjà pu observer? Oui. Alors ça, c'est une tentation qui est forte. Passer la première implémentation, passer les premiers bons résultats, où on voit qu'en fait la valeur délivrée par la solution et par le canal. Et en fait, on veut accélérer rapidement et on commence à prendre des raccourcis. On commence à se dire, c'est pas forcément la peine de connecter à d'autres systèmes, on va passer l'étape d'après. Et donc là, oui, c'est une erreur. C'est une erreur, pas forcément sur le court terme, mais je dirais dès le moyen terme, ça devient une erreur. Donc là, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de bien réfléchir aux investissements, par exemple, en termes de connectivité à d'autres systèmes, pour être sûr de bien tirer la valeur qui peut être tirée. Alors ça marche dans les deux sens d'ailleurs. Ça peut être faire en sorte que les expériences conversationnelles soient très efficaces parce qu'on peut leverager d'autres systèmes. Alors un exemple, on a comme partenaire Adobe. Donc toutes les entreprises qui ont Adobe Marketing Cloud comme solution, on est capable d'utiliser l'information, donc d'utiliser les systèmes de ciblage d'Adobe pour nos solutions, pour lancer les engagements. Ça peut être pareil sur les solutions, tout ce qui est monitoring de la satisfaction,
où évidemment on a nos solutions intégrées, mais on a Midalia comme partenaire, on est capable de se connecter à Midalia pour faire des choses intéressantes en termes de combiner leur vue avec nos vues, ce qui donne beaucoup plus d'informations et qui permet de beaucoup mieux comprendre ce qui se passe au niveau de la plateforme. Et puis à l'inverse, la masse de données dense en information dont je parlais tout à l'heure, la mettre à disposition du reste des systèmes, ce qui permet en fait d'améliorer le ROI de tous les investissements qui ont déjà été faits dans l'entreprise, que ce soit des systèmes comme Pega, comme Salesforce, on connaît tous ces grands noms-là. On est capable, nous, par la vue qu'on amène, par les outils qu'on a pour comprendre cette data, de mettre ça à disposition de ces systèmes-là pour qu'eux délivrent plus de valeur. Donc ça, c'est tout l'aspect technique, je dirais, du silo. Après, il y a un aspect, on en a parlé un petit peu au début, mais qui est la mise à disposition de cet outil-là. Donc ne pas hésiter aussi à communiquer en interne. Là, l'exemple typique que j'aime donner, c'est ne pas expliquer au département marketing qui envoie des emails qu'il y a un outil plus performant qui est à disposition avec le proactive messaging, qui a des taux d'ouverture des messages beaucoup plus élevés, des taux de conversion beaucoup plus élevés, d'acceptance plus élevés, donc qui est tout simplement plus performant. Donc c'est dommage de lancer un canal conversationnel et ensuite de ne pas le mettre à disposition de toute l'entreprise. Donc ça, voilà, c'est un petit peu les écueils au niveau silo. Il y a un dernier point, je pense, qu'il est bon de mentionner, parce que souvent, c'est un petit peu mis en opposition conversationnelle, je dirais, c'est tout ce qui est l'aspect voix. Alors, l'aspect voix, moi, je trouve ça très intéressant comme dimension. Souvent, dans les entreprises, c'est mis un petit peu en opposition avec le conversationnel. C'est le canal traditionnel, il y a des fois même un petit peu de politique en interne entre la voix et le conversationnel. Je pense que c'est important de voir que ces deux, que en fait la voix en fait doit être intégrée complètement dans la démarche conversationnelle ou l'inverse. Et nous d'ailleurs on a fait beaucoup d'investissements l'an dernier, on a acheté 2 entreprises dans le domaine de la voix, VoiceBase et Tenfold, avec l'idée de vraiment créer des solutions, une plateforme multicanale. Qui permettent en fait d'appréhender tous ces canaux de technologie, voix, non-voix, de la même manière, avec les mêmes outils, pour avoir une vue à 360 degrés du client. Et ça, je pense que c'est essentiel en allant de l'avant de bien considérer ça dès le début. Merci Geoffroy Martinez. Avant de conclure en quelques secondes, on a un dernier petit sondage à vous adresser, justement par rapport à l'appétence de ce contenu sur les 5 pièges à éviter. Un petit sondage lancé par Léna tout de suite en régie. Donc, comment LivePerson pourrait vous aider dans le futur 3 réponses sur ce sondage. A, valeur, donc vous aider à identifier les différentes composantes pouvant créer de la valeur. B, vision, comment utiliser le conversationnel pour révolutionner l'expérience client. C, use case industrie, faire un inventaire avec vous des use cases clés qui fonctionnent dans votre industrie. On vous laisse quelques secondes, on a déjà pris un peu de retard. Et puis je vous laisserai conclure Geoffroy en une phrase. Encore 5 secondes. Alors merci aux répondants, on revient au direct. Geoffroy, pour conclure justement sur votre intervention sur ces 5 pièges à éviter, en une phrase, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Il faut retenir que donc passer à l'échelle, c'est pas simplement un projet technique. Il y a beaucoup de pièges, j'en ai illustré quelques-uns, et que on choisit pas seulement une plateforme, on choisit un partenaire pour aider à se guider à travers toutes ces problématiques-là. Et donc on espère avec LivePerson pouvoir aider certaines entreprises qui seraient intéressées pour vraiment embrasser le conversationnel avec notre arrivée en France cette année. Merci beaucoup en tout cas pour vos éclairages. Merci Geoffroy Martinez, je rappelle que vous êtes évangéliste pour LivePerson. C'est la fin de ce temps fort, je vous dis à tout de suite à 10h05 précise, en compagnie de Sophie Pietremont, directrice marketing Europe du Sud de Zendesk. Restez connectés.